Merci Claire. Merci Claire. J'en profite le temps que Cécilie partage son écran pour le diaporama pour remercier aussi, parce que je pense, enfin, certains sont parmi nous et il y en a peut-être que je ne vois pas et qui sont là. Remercier tous les prêteurs qui ont été vraiment très compréhensifs et très efficaces pour nous permettre toutes ces manipulations administratives de reports successifs et qui effectivement nous ont permis de décaler la fin de l'exposition pour permettre au public de la visiter. Donc pour commencer, on voulait quand même vous dire juste quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas encore sur le musée Camille Claudel, qui est construit autour de la maison où Camille Claudel a vécu avec ses parents quand elle était adolescente. C'est la maison que vous voyez au premier plan. Maison qui a été intégrée dans un bâtiment contemporain conçu par l'architecte Adelfo Scaranello et musée qui a ouvert dans sa configuration actuelle en 2017. On y voit 45 œuvres de Camille Claudel qui représentent en fait un tiers du parcours du musée, puisqu'en fait, Cécilie, si tu peux passer, voilà, une des salles Camille Claudel, c'est la salle consacrée au portrait. Donc 5 salles sont consacrées à la collection Camille Claudel, qui représente à peu près un tiers du parcours, puisqu'en fait, le musée de 2017 a pris la suite d'un musée plus ancien, la suivante, qui s'appelait Musée du Bois Boucher et qui a été créé par le sculpteur Alfred Boucher en 1902 dans des bâtiments beaucoup plus modestes, mais qui conservent encore aujourd'hui une collection de sculptures de la fin du 19e siècle de grande envergure et qui a été intégrée en fait dans le nouveau musée qui a pris le nom de Camille Claudel et qui permet de dresser un panorama de la sculpture de cette époque, donc ce qui a un intérêt en soi, mais aussi de mettre en contexte la carrière et la collection Camille Claudel. Dans ce parcours, une salle est consacrée à la représentation du travail, vous la voyez à l'écran, notamment autour de l'œuvre d'Alfred Boucher, qui a consacré un certain nombre de travaux à ce thème. Et c'est la rencontre avec Cécilie Champy-Ginas dans cette salle. Et elle ayant commencé déjà beaucoup à travailler sur le sujet à partir du Fondalou au Petit Palais, qui a fait naître le projet d'exposition que vous pouvez voir aujourd'hui. Et donc vous voyez ici un peu les termes techniques ou matériels qui réunit donc 152 œuvres avec une scénographie qui a été conçue par le studio Tovar. L'exposition a également fait l'objet d'un catalogue auquel ont participé un certain nombre des intervenants que vous allez entendre aujourd'hui, mais également d'autres qui ne sont pas forcément présents. Cécilie, je te laisse la parole pour commencer le parcours. Oui, merci Cécile. Donc, on va se répartir la parole pour cette présentation qui a vraiment pour but de vous inciter, pour ceux qui n'y sont pas déjà allés, à visiter cette exposition qui vient de rouvrir. On en est bien heureuse, comme tous les musées et institutions culturelles. Et alors, donc, comme l'a dit Cécile, donc c'est vraiment une exposition qui prend pour cœur donc, le 19e siècle, mais et qu'on a pensé en 5 moments. On a voulu quand même commencer par cette, alors je crois qu'on voilà, les 5 temps de cette exposition, 5 sections, et on a voulu commencer quand même par une première partie qui évoquait donc toutes les années avant la Troisième République, qui constitue le cœur de notre propos, parce qu'évidemment, cette iconographie du travail triomphante ne naît pas de rien. Il y a toute une tradition qui se rattache à la mythologie, à l'Antiquité, qui évoque de façon plus ou moins discrète la figure du travailleur. Et puis, on voulait aussi parler évoquer quand même le siècle des Lumières qui
même s'il n'y a pas beaucoup de réalisations sculptées de cette période-là qui évoquent le travail, on voulait quand même mettre en exergue, au tout début du parcours, cette figure de Jean-Baptiste Pigalle, le citoyen heureux, qui est un des... Donc on a emprunté, on est très heureux que le musée d'Orléans nous ait prêté cette magnifique esquisse pour cette figure du citoyen heureux qui en fait décore le soubassement d'un des rares monuments à Louis XV qui a survécu à la période révolutionnaire. Enfin, la statue a été détruite, mais les figures du piédestal sont encore en place. Vous voyez une image à l'écran. Et c'est vrai que c'est une figure assez atypique dans son siècle, très influencée par la pensée des Lumières. Pigalle était proche des encyclopédistes, de Diderot, et de tous les grandes figures du siècle. Et c'est vrai qu'il a voulu matérialiser, non pas des figures, vous savez, souvent dans les monuments royaux, les figures qui décoraient le socle de la statue étaient une évocation de ses victoires, ou voilà, des allégories triomphantes, ou au contraire des vaincus. Et là, Pigalle a voulu vraiment prendre au pied de la lettre une parole de Voltaire qui incitait au contraire les artistes et notamment les sculpteurs à mettre en scène la prospérité du royaume avec ces figures de travailleurs qui œuvraient pour la félicité publique. Et donc le citoyen heureux, quelque part, est un ancêtre, en fait, en tous les cas de notre point de vue, de tous ces travailleurs qui vont fleurir sur les socles et les statues sous la Troisième République. Donc ça, c'est pour la première partie, avec une évocation, on va le voir, de tous ces travailleurs allégoriques qui sont encore très, très idéalisés, très influencés évidemment par la doctrine académique. Il y a toute cette question du nu, la figure du faucheur, du semeur. C'est aussi une belle occasion pour un sculpteur de représenter un nu académique, de démontrer sa maîtrise de l'anatomie. Donc là, on a un petit exemple, deux exemples. Alors, un emprunté à Dalou, dont on va beaucoup reparler par la suite, mais qui là fait ses gammes, si je puis dire, avec un sujet tout à fait allégorique qui était destiné au décor d'un grand magasin. Donc le progrès entraînant le commerce et l'industrie. Alors c'est une œuvre dont il n'était pas du tout satisfait, c'est vraiment une œuvre de commande, mais là on voit comment le sculpteur se plie finalement à une espèce de tradition empruntée alors là plutôt à la statuaire baroque. On voit quand même le côté assez fougueux de cette figure du progrès. Et puis en regard, vous avez une figure un peu plus sage, le travail par Ernest Yoll. Alors là encore, un artiste dont on n'a pas vraiment gardé la mémoire, mais qui a quand même pas mal travaillé pour le décor des grands bâtiments publics sous la Troisième République, et notamment le décor de l'hôtel de ville. Et vous voyez cette figure du travail, donc nu, mais vêtu quand même pudiquement d'un tablier. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, qui est vraiment un leitmotiv de la représentation des travailleurs. Ce tablier qui fait référence donc à l'ouvrier dans la forge, l'ouvrier. Et puis ce marteau, évidemment, qu'on aperçoit aussi, là encore, autre code iconographique qui va fleurir pendant tout le 19e siècle. Et puis pour l'anecdote, parce que c'est amusant, ce côté moustachu, alors là, ça fait référence à une autre tradition iconographique plus patriotique, c'est évidemment la figure du Gaulois, référence au patriotisme et à la volonté de marquer évidemment l'identité française à cette époque-là. Alors, je vais peut-être passer un peu plus vite, mais voilà, des figures de l'agriculture et de l'industrie pour le décor de la gare d'Austerlitz par Elias Robert, des beaux prêts du musée d'Étampes qui les ont fait restaurer pour l'occasion. Et donc là, on le voit encore plus qu'avec Dalou ou Yoll, c'est cette influence de l'Antiquité. On reprend les codes et le modèle antique, mais on l'adapte à une iconographie qui doit illustrer le progrès de ce 19e siècle où l'industrie triomphe. Et donc, c'est assez amusant de voir ces déesses drapées à l'antique, mais derrière elles, on aperçoit, c'est pas très, très lisible, mais une locomotive, par exemple, évidemment, pour faire référence à la fonction de la gare.
Et puis, donc, cette tradition d'évoquer le travail sous forme allégorique et idéalisée se poursuit. Évidemment, c'est quelque chose qui va être concurrencé et on va le voir tout de suite après par les sculpteurs réalistes, mais c'est quand même une tradition qui se poursuit jusqu'au début du XXe siècle. Et là, on en a un bel exemple avec les grands soutiens du monde de Bartholdi. Alors, ceux qui ont visité le musée Bartholdi à Colmar se souviennent peut-être de cette grande sculpture qui est dans la cour du musée. Donc là, le musée nous a prêté un modèle réduit qui a été restauré. Vous voyez la photo avant et après restauration. Et évidemment, ce qui nous intéressait, c'est toujours cette même figure du travail représentée par un homme à la musculature puissante, avec son marteau, avec la roue dentée. Là encore, une évocation de l'industrie, du progrès industriel de l'époque. Et puis toujours le fameux tablier que j'évoquais. On voulait aussi évoquer des artistes comme Chaput ou Boucher, vraiment des grands représentants de cette tradition académique, mais ça n'a pas un côté négatif, en tous les cas, pas dans ma bouche, mais voilà, cette volonté évidemment de représenter un travailleur, mais on voit bien que le sujet du travail est quand même un peu secondaire pour l'artiste. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de représenter l'anatomie, la musculature d'un corps en mouvement. Donc, je vais passer la parole à Cécile pour vous présenter donc la deuxième partie de l'exposition. On y évoque la diffusion de la représentation du travail sous la Troisième République, qui fait écho en fait à l'évolution politique et sociale du pays, et qui en même temps est accompagnée ou accompagne, il y a vraiment là certainement une interaction, le développement du réalisme en sculpture. Si on se pose la question d'abord de quels travailleurs sont représentés, on va avoir une diversification des métiers et des figures représentées. Les paysans vont rester malgré tout majoritaires. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays qui est encore majoritairement rural. On en a ici un bel exemple avec le moissonneur de Jean Baffier, qui est près du musée du Berry à Bourges. Mais du point de vue de la révolution industrielle, on va avoir cette figure du forgeron qui va vraiment incarner la révolution industrielle et notamment la place qui prend le métal, ce qui est un peu surprenant pour nous aujourd'hui puisqu'on associe le forgeron plutôt à une tradition artisanale. Mais il ne faut pas oublier que les forgerons étaient des figures extrêmement présentes dans les usines parce que c'était eux qui réparaient les machines. Ça a vraiment été une figure de ce monde du travail. Et en même temps, comme ils étaient extrêmement qualifiés, une sorte d'incarnation de l'aristocratie ouvrière qui avait ce savoir qui était indispensable au fonctionnement des usines. Et puis, si on regarde du côté de la diversification, on va avoir vraiment une foule de métiers qui vont être représentés, notamment du côté de l'artisanat. On en a ici un exemple avec l'orfèvre d'Auguste Bartholdi, qui est en fait une figure d'accompagnement du monument qu'il a conçu en hommage à l'artiste Sean Gawar. Les métiers sont identifiés par leurs outils et leurs costumes. En particulier, si on peut juste revenir sur le forgeron, c'est très net pour le forgeron qui est une représentation très codifiée. On a vraiment systématiquement ce tablier dont parlait Cécilie, l'enclume, le marteau à frapper, souvent les sabots et souvent également le torse nu, qui là est aussi, je pense, un peu une survivance des figures traditionnelles de Vulcan. Et peu à peu, les sculpteurs vont aussi s'employer à représenter le geste du travailleur. On a vraiment trois cas qui sont représentés ici. Donc, on a le travailleur au repos, comme le forgeron, qui est, je dirais, peut-être le premier à apparaître dans ces figures de travailleurs. Le travailleur en train de faire une pause, qui est vraiment une récurrence aussi. On a là avec le moissonneur en train de boire. Et puis, des artistes qui vont vraiment rechercher à identifier le geste qui va incarner un métier. Donc, on a ici un exemple avec l'orfèvre et on sent vraiment toute la minutie qui est demandée par ce travail, avec le regard concentré, les doigts vraiment disposés pour faire ces gestes très précis,
jusqu'aux pieds qui se superposent pour vraiment insister sur la concentration de l'artisan au travail. Les figures de travailleurs, y compris extrêmement modestes, vont se diffuser, notamment on le voit avec cette porteuse de pain de Jules Coutan, donc, qui était un petit métier du Paris du 19e siècle, ces femmes qui allaient porter le pain à domicile au petit matin. Et ce qui est intéressant ici et singulier peut-être, mais pas un cas unique, c'est que c'est vraiment une sculpture de salon qui a été présentée au Salon des artistes français en 1882, une statue de grand format qui mesure plus de 2 mètres de haut. Et on voit vraiment que ces travailleurs modestes accèdent à la dignité de la sculpture de grand format. Et ils vont aussi accéder à l'espace public, puisque la ville de Paris a commandé un bronze de cette statue suite au salon qui a été malheureusement aujourd'hui disparu, mais qui a été visible jusqu'à la Seconde Guerre mondiale au square de la Tour Saint-Jacques à Paris. On voit sur la représentation aussi le plaisir que prennent les sculpteurs à représenter des détails extrêmement pittoresque avec ce linge noué pour porter le pain et aussi la représentation des différentes sortes de pain. On sent que le sculpteur a apporté une attention à cette représentation extrêmement savoureuse. Les métiers se diversifient aussi beaucoup d'abord par l'art de la médaille et des plaquettes, qui permettent de représenter de véritables scènes où on voit les travailleurs dans leur environnement professionnel, plusieurs travailleurs en pleine action. On en a ici un exemple, notamment avec la médaille, la plaquette de Georges Loiseau-Bailly, qui représente des ouvriers sidérurgistes. C'est intéressant, on va la voir tout à l'heure, de les comparer avec le marteleur de Constantin Meunier qu'on a tous en tête et qui est représenté avec son costume mais au repos. Et là, on voit au contraire des marteleurs en pleine action. Et on a en bas deux exemples de scènes de construction, avec notamment à gauche une scène de construction de la Tour Eiffel qu'on va retrouver dans des plus vastes proportions sur le monument à Jean-Charles Alphand, conçu par Jules Dalou, dont on présente dans l'exposition une esquisse, où Dalou innove vraiment en associant à l'hommage qu'il rend au grand homme, à Jean-Charles Alphand, il lui associe toutes les petites mains, tous les travailleurs anonymes qui ont permis de réaliser les œuvres qu'Alphand avait conçues intellectuellement. Et donc, on a sur votre gauche une représentation des travailleurs des jardins et à droite des travailleurs dans le domaine de la construction qui font écho, qui représentent l'œuvre plus d'urbaniste d'Alphand. On a deux autres esquisses ou réductions dans l'exposition qui montrent comment les travailleurs sont intégrés dans l'hommage notamment aux capitaines d'industrie, avec un exemple qui est vraiment l'exemple un peu traditionnel, avec ce monument dédié à Eugène Schneider par Henri Chaput. On a beaucoup de monuments à des industriels où les ouvriers ou les travailleurs sont représentés au pied du piédestal, comme faire valoir en fait du grand homme dont on veut honorer l'action philanthropique dans une perspective très paternaliste, avec ici un trait un peu particulier à ce monument à Schneider, qui est qu'on n'a pas le travailleur lui-même, mais sa famille. Donc la mère qui montre à son enfant le grand homme qui permet à la famille de vivre. Et le monument s'appelle la reconnaissance. Donc ça dit vraiment cette perspective paternaliste qu'on peut avoir à l'époque dans ces monuments aux industriels. Et à côté, je vous présente l'esquisse pour le monument à Jean Leclerc de Jules Dalou. Jules Dalou qui va vraiment jouer avec ce code du monument au grand homme. Et au lieu de représenter l'ouvrier en bas du piédestal, il montre en fait Jean Leclerc en train de faire monter sur son piédestal l'un de ses ouvriers.
Jean Leclerc est parti vraiment du bas de l'échelle sociale, a gravi les échelons, a créé sa propre entreprise de fabrication de peinture de bâtiments. Vous voyez, en fait, c'est un peintre. On devine qu'il tient un seau, cet ouvrier, avec des pinceaux. Et en fait, Jean Leclerc a eu vraiment une action très sociale, notamment en créant une société de secours mutuel, en étant le premier patron à créer un système d'intéressement aux bénéfices pour ses ouvriers. Et donc, on voit là que Dalou montre qu'il associe à sa réussite sociale l'ensemble de ses ouvriers. On retrouve un engagement, comme on a chez Dalou, je pense que Cécilie y reviendra, un engagement vraiment personnel et social de certains artistes avec Victor Prouvé à Nancy. Victor Prouvé fait partie des artistes de l'école de Nancy qui ont créé l'Université populaire de Nancy. Et il y a participé en tant qu'artiste puisqu'il a réalisé le décor de la façade de la Maison du Peuple qui a été construite en 1902 pour abriter cette université populaire. Et sur la façade, il va un peu représenter le programme de ces universités populaires qui est une entreprise de certains intellectuels pour proposer une formation aux ouvriers, à la fois une formation professionnelle leur permettant d'évoluer socialement et une formation plus générale leur donnant une culture générale. Et en fait, il représente en haut du fronton la pensée libre qui incarne les milieux intellectuels et sur le fronton inférieur, au-dessus de la porte, le travail. Donc, il cherche à représenter l'alliance de la pensée et du travail, l'alliance des intellectuels et des ouvriers, représentée là encore par la figure du forgeron qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, je reprends la parole alors, pour arriver donc la section centrale de l'exposition qui est consacrée aux grands monuments au travail. Alors là, c'est un petit peu délicat puisqu'on va avoir dans la deuxième partie de la matinée, on va avoir des présentations qui vont aller beaucoup plus loin que je ne peux le faire là en quelques minutes pour détailler le contexte, la genèse, la postérité de ces grands projets de monuments, mais je vais quand même brièvement les évoquer. Et puis, expliquer qu'on était quand même très heureuse avec Cécile de pouvoir réunir ces différents artistes, ces différentes esquisses qu'en général qu'on connaît, mais qu'en général on présente de façon séparée. Et là, c'est vrai que c'est, je pense, une grande joie de pouvoir montrer, voilà, Meunier en face de Dalou, en face de Rodin. Enfin, c'était vraiment le but, en tous les cas, de cette exposition. Donc, ces trois grands projets, quels sont-ils? Ça commence déjà avec le projet d'un monument au travail par Constantin Meunier, ce sculpteur belge qui est connu en dehors de son pays. Je pense que notre collègue David Desplechin va y revenir, qui expose au Salon parisien. Donc, son œuvre a quand même une portée tout à fait importante. Et donc, c'est vraiment le premier artiste un des premiers artistes qui va vraiment s'intéresser au monde du travail. C'est un peintre de formation qui va venir à la sculpture et se rendre célèbre justement grâce à ces figures de travailleurs. Alors là, vous voyez une hiercheuse, c'est cette femme qui travaille dans la mine. Vous la voyez représentée avec son costume de travail, la pelle, les gros sabots, enfin vraiment des détails les plus proches possibles de la réalité. Constantin Meunier, comme beaucoup d'autres artistes et intellectuels de son temps, a visité des mines. Enfin, c'est vrai, d'ailleurs, c'est les voyages qu'il a pu faire sur place qui vont le marquer et qui vont l'inciter à prendre pour thématique ce sujet de la mine. Et donc sujet qu'il va aborder à la fois en peinture et en sculpture. Et à force de présenter des figures de travailleurs au salon, il va avoir l'idée de réunir ces figures en un grand monument, un monument au travail qu'il ne va pas achever de son vivant, qui va avoir un aboutissement après sa mort, mais qui est un aboutissement assez éloigné en fait de ce que Constantin Meunier aurait voulu.
là, vous voyez la figure du marteleur, hein, que Constantin Meunier va en présenter un exemplaire au Salon en 1885, hein, en France. Et 1885, évidemment, c'est une année marquante, puisque vous savez que c'est l'année, hein, de la publication de Germinal. Donc évidemment, c'est tout cet imaginaire autour de la mine. Et puis, ça correspond aussi à un moment où on prend conscience de la dureté du travail, puisque la particularité, évidemment, de la Troisième République, c'est qu'il y a une volonté, à travers la commande publique, d'exalter le travail, qui est vu comme une valeur positive, hein, qui œuvre pour le progrès et le bienfait de la société démocratique. Mais c'est aussi un moment où on se rend compte que ce travail peut être avilissant, qu'il y a des conditions de travail inacceptables pour les ouvriers, notamment les mineurs. Donc, évidemment, les artistes se font aussi écho, hein, de cette dénonciation du travail. Alors, il y a l'évocation évidemment de la mine, mais aussi le travail dans les forges, hein. Vous voyez avec cette médaille de l'oiseau bailli que Cécile a déjà évoquée. Et puis, ces très beaux bustes, hein, de Constantin Meunier, le puddler, le buste du débardeur, celui qui porte les charges, hein, dans les ports. Là encore, hein, des figures tout à fait marquantes et qui vont influencer les sculpteurs. Et sans doute, même si on n'en a pas de preuves documentaires, mais c'est assez évident, vous allez voir que par exemple le buste du débardeur de Meunier va influencer Dalou lorsqu'il conçoit à son tour un autre grand projet de monument au travail, mais autre projet également inachevé. Alors, j'y reviendrai plus longuement par la suite, mais c'est vrai que c'est ce projet, hein, de monument aux ouvriers qui n'a pas trouvé son aboutissement, mais qui est finalement l'une des œuvres les plus connues de Dalou, puisque par chance, le Petit Palais, en 1905, a racheté le fonds d'atelier du sculpteur où se trouvaient toutes ces esquisses pour ce monument aux ouvriers. Et c'est comme ça que ce monument va finalement connaître une forme de postérité. Alors, il naît d'une forme de déception, hein, de Dalou à l'égard de ses créations antérieures. Dalou était un sculpteur extrêmement perfectionniste, alors extrêmement républicain aussi, très attaché à son milieu d'origine ouvrier. Et c'est finalement à cause il va considérer que dans ses commandes officielles, il ne va pas assez loin dans l'hommage qu'il rend aux travailleurs. Vous voyez cette figure du forgeron que Claire a évoquée dans son introduction, que l'on considère souvent comme l'un des premiers travailleurs réalistes à accéder au rang de sculpture monumentale. Et vous voyez que là, Dalou récupère, hein, tous les codes iconographiques dont on a déjà parlé, le grand tablier, les sabots, le marteau, vraiment tout y est. Mais finalement, cette figure unique, Dalou va avoir le sentiment à la fin de sa vie que ça ne suffit pas, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut vraiment évoquer les travailleurs dans toute leur diversité, à la fois les travailleurs paysans, mais aussi évidemment les travailleurs ouvriers. Et j'y reviendrai plus longuement, mais c'est vrai que la particularité de Dalou, contrairement à d'autres sculpteurs, Cécile tout à l'heure parlait du sculpteur de Nancy, son nom m'échappe tout d'un coup, mais vous l'avez vu, et de Oui. Prouvé, voilà. Et puis évidemment Rodin, et eux vont essayer de réconcilier les travailleurs manuels et intellectuels, et c'est pas du tout l'objectif de Dalou, hein. Dalou est vraiment au contraire quelqu'un qui se revendique comme un ouvrier avant d'être un artiste. Et donc lui, sa volonté, c'est vraiment d'exalter les figures de travailleurs humbles, ouvriers et paysans. Donc là, vous voyez quelques exemples, hein, à la fois des bustes et des petites esquisses, des figures en pied, mais qui ont des toutes petites dimensions, à peine plus de 20 centimètres. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette vision d'ensemble et dans le fait de pouvoir confronter ces différents projets, c'est de voir que quand même, il y a des récurrences, hein, à travers ces projets. On voit que à chaque fois, les artistes essayent de marier à la fois les figures en pied, les bustes, les reliefs, sont pas seulement des sculptures, c'est vraiment des projets monumentaux, hein, qui allient la sculpture à l'architecture.
Alors, je vous passe encore des petites, toutes ces magnifiques petites esquisses, hein, de Dalou. Le Petit Palais en conserve, près d'une centaine, hein, rien que pour le monument aux ouvriers. Donc c'est vraiment un ensemble tout à fait exceptionnel et qui témoigne vraiment du processus, hein, de création d'un sculpteur à la fin du 19e siècle. Et puis je passe, au projet de Rodin, alors, qui lui est alors Chloé Hariot, il reviendra plus longuement par la suite, mais lui qui est encore plus que les autres un projet d'architecture, hein, puisque, vous voyez que, Rodin, conçoit, au moment un peu avant l'exposition universelle de 1900, un gigantesque projet de tour du travail, hein, qui aurait été décoré, par des grands reliefs, évoquant, chacun des métiers. Et ce qui est intéressant, là, c'est que lui, Rodin, lui, veut vraiment évoquer les métiers et pas seulement les métiers ouvriers ou le monde paysan, mais aussi, les métiers intellectuels, hein, ce qui n'était pas le cas de Dalou. Alors, plus on montait dans la tour et plus on s'élevait justement vers les métiers nobles, enfin le poète, le philosophe, et au sommet, il y aurait eu, hein, cette figure des bénédictions. Donc là, vous voyez une sculpture, tout à fait éloignée quand même du réalisme, d'un Dalou ou d'un Meunier, qui est vraiment une représentation, enfin une évocation allégorique, hein, du travail, plus qu'une représentation, réaliste. Alors c'est un projet qui ne va pas aboutir, hein, Rodin va, faire plusieurs, tentatives, mais c'est un projet qui n'a jamais été achevé, comme celui de Dalou, comme celui de Meunier. Donc là, évidemment, ça pose des questions, presque philosophiques. On peut se demander pourquoi, alors que sont quand même à chaque fois des sculpteurs, célèbres, hein, de leur temps, et encore aujourd'hui pour Rodin. Pourquoi ces grands projets n'ont pas abouti? Alors il y a plusieurs raisons, pour Dalou, le perfectionnisme du sculpteur est tout à fait, est en cause, hein. On se demande s'il avait vraiment envie de le finir, ce projet. C'était vraiment un peu comme Pénélope, qui n'arrêtait pas, sa tapisserie. Enfin voilà, il y avait quelque chose vraiment de vital, je pense, chez lui. C'est un projet auquel il tenait tellement qu'il n'aurait jamais pu l'aboutir. Bon, ça, c'est un peu mon interprétation, mais évidemment, il y a d'autres interprétations et d'autres, raisons possibles, qui est et l'une d'entre elles est déterminante, de mon point de vue, c'est évidemment le sens politique d'un tel monument, hein. Il aurait fallu trouver un commanditaire prêt justement à accepter, d'exposer sur la place publique un monument rendant hommage à ces figures, humbles de travailleurs, de mineurs, d'ouvriers. Et ça, évidemment, ça aurait pu être un point de ralliement pour, des grèves, pour des contestations du régime, républicain, ce qui peut expliquer quand même, je pense dans une large mesure, que ces monuments n'aient pas vraiment abouti, ou en tous les cas pas sous la forme, rêvée par leur sculpteur. Alors on termine, hein, cette section, consacré aux monuments, républicains par finalement le seul qui a vu son aboutissement. Alors un projet qui est beaucoup moins célèbre que les autres, mais qui est, donc la frise du travail d'Anatole Guillot, artiste un peu oublié. Mais on voulait quand même rappeler cette frise. Alors c'est une sculpture qu'on avait découvert, au moment de l'exposition Paris 1900 qui avait été organisée en 2014 au Petit Palais, puisque cette frise du travail, originellement, en fait, décorait, la porte monumentale de l'exposition universelle de 1900. Alors c'est une frise, évidemment, de dimension, monumentale qui a été détruite comme tous les pavillons éphémères de l'exposition de 1900, une fois que l'exposition a été fermée. Mais on en connaît quand même des réductions, et donc là, on expose, un fragment, hein, d'une réduction qui est conservé au musée de Troyes, et évidemment,
là encore, c'est tout à fait symbolique hein, de penser qu'en 1900, tous les visiteurs de l'exposition, les millions de visiteurs, hein, sont passés devant cette frise qui représentait des travailleurs. Là encore, on est quand même assez proche hein, du monument de Dalou ou des projets de Meunier. Hein. Ce sont vraiment des travailleurs manuels, des travailleurs ouvriers hein, qui se rendent à l'usine et qui accueillaient donc les visiteurs de l'exposition universelle. Ensuite, on a voulu interroger la place de la façon du travail dans toute cette sculpture représentant les travailleurs. Place évidemment problématique dans un art comme la sculpture qui est très dépendant de la commande. Et évidemment, les commanditaires n'avaient pas intérêt à mettre en exergue que ce soit la misère des ouvriers, la pénibilité de leurs conditions de travail ou même les accidents qui sont survenus au cours des premiers temps de l'industrie, de l'histoire industrielle de l'Europe. On aborde notamment cette question à travers la représentation des mineurs, mineurs dont on trouve un certain nombre de représentations glorieuses, comme dans cette statuette due à Adrien Godet, ou même dans l'œuvre de Tennyson. Corneille Tennyson était un sculpteur qui était originaire d'Anzin, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et il a toujours gardé, il a fait carrière à Paris, mais il a toujours gardé des liens avec sa région d'origine. Et il avait des amis mineurs comme ce Jules Mousseron, qui a une certaine célébrité en son temps, puisqu'il était mineur, mais aussi poète. Et c'est ainsi que le représente Corneille Tennyson, à la fois comme mineur avec sa barrette, il est assis sur des blocs de charbon, mais crayon et carnet à la main, comme en train d'écrire un poème. Et le titre, La souris du fond, qui fait référence à la petite souris en train de grignoter ses sandwichs, reprend en fait un titre d'un poème de Mousseron qui rend hommage aux souris qu'il identifie comme la compagne fidèle du mineur, puisque vous savez que la fuite des souris pouvait être un indice pour les mineurs d'un éboulement imminent et donc leur indiquer éventuellement qu'il fallait qu'ils prennent la fuite. Mais on voit que Tennyson, même si c'est une représentation pleine d'empathie, hein, on sent vraiment la relation d'amitié qui le liait à Mousseron, malgré tout, il n'insiste pas sur la pénibilité des conditions de travail, au contraire d'un Meunier ou d'un Victor Prouvé, qu'on retrouve ici au moment de la catastrophe de Courrières en 1906, qui a vraiment marqué très profondément l'opinion publique. Ça reste à ce jour la catastrophe minière la plus meurtrière de toute l'histoire industrielle de l'Europe, avec plus de 1000 morts, 1000 victimes. Et Victor Prouvé, fidèle à son engagement personnel et social, a réalisé cette gravure qui a été vendue au profit des familles des victimes. Mais c'est plutôt Meunier qui va en sculpture proposer l'icône qui va incarner le sort fait à tous ces mineurs, toutes ces victimes des catastrophes de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Meunier s'est rendu sur les lieux d'une catastrophe à Carignan en 1887 et il a été témoin notamment d'une scène d'une mère pleurant son fils mort dont le corps venait d'être remonté du fond de la mine. Il en a fait notamment un dessin qui est conservé au musée de Bruxelles. Et après ce dessin, il en a fait une sculpture où il a synthétisé sa représentation, supprimé tous les éléments qui pourraient être anecdotiques ou vraiment faire référence à une scène particulière pour en faire vraiment une icône, comme une piéta laïque symbolisant toutes les victimes de ces catastrophes minières et peut-être plus largement
d'une industrialisation non contrôlée qui ne regarde pas aux victimes qu'elle peut faire au nom du progrès économique. On va retrouver cette dénonciation sous une autre forme ou sous d'autres formes au pluriel, pardon, que ce soit la misère des conditions de vie de tous ces travailleurs qui, malgré leur dur travail, ne parviennent pas à gagner suffisamment leur vie pour faire vivre leur famille, avec cette figure extrêmement impressionnante de Paul-Roger Bloch intitulée La faim. Et puis, on a une autre évocation du travail de la mine avec Machine humaine de Bernard Födker, qui, je trouve, fait vraiment écho à Germinal. On a vraiment des descriptions de Germinal, de ces conditions de travail des mineurs qui travaillaient dans des espaces extrêmement étroits et où on a l'impression, à la fois ici dans le relief de Födker et dans les descriptions de Zola, que le travailleur va se trouver en fait broyé par le boyau de mine, par les boisages qui vont peut-être s'effondrer, et dont ici le travailleur cherche à s'extirper. Et ce que je trouve aussi très fort dans cette représentation de Födker, c'est qu'il concentre vraiment toute l'attention sur le torse, parce que les gens sont coupés par le cadrage, parce que la tête est baissée, comme si le travailleur était vraiment réduit à sa force de travail, tout comme son humanité pouvait être niée par un certain système économique qui était celui de l'exploitation minière de l'époque. Alors, on va conclure rapidement avec cette dernière section où on voulait évoquer, alors qu'on a intitulé Travail et modernité. Bon, le titre vaut ce qu'il vaut, mais c'était pour ouvrir quand même sur le XXe siècle et montrer qu'en fait, évidemment, comme souvent quand on prend comme sujet un thème iconographique, c'est un thème qui peut se poursuivre largement à une autre époque. Et voilà, on voulait terminer quand même par évoquer quelques projets de monuments au travail ou de représentation de travailleurs du début du XXe siècle, sachant qu'évidemment, c'est un thème qui connaît à ce moment-là encore une grande fortune. Et chez certains sculpteurs, même si ce n'est pas forcément évidemment des artistes qu'on considère aujourd'hui comme des artistes d'avant-garde qui vont s'emparer du thème, puisque ça va plutôt être des artistes qui travaillent encore dans une tradition réaliste. Quoique, là encore, je pense que c'est enfin voilà, il y aurait encore des travaux et des études à faire sur ce sujet. Alors évidemment, on voulait évoquer la figure d'Henri Bouchard, informé à l'Académie, enfin qui est prix de Rome, qui pendant son séjour à la Villa Médicis va s'intéresser à ces figures de travailleurs et qui lui est nettement influencé par Meunier, puisqu'on présente dans l'exposition un dessin où il copie une figure de Meunier. Et voilà, lui-même va envisager de réaliser un grand monument au travail qui ne va pas aboutir directement sous la forme qu'il aurait souhaité, mais en tous les cas, ces figures de travailleurs vont être un leitmotiv dans son œuvre. Je pense que notre collègue Alice Massé du musée de la piscine de Roubaix, qui conserve l'atelier de Bouchard et qui le met en scène d'une façon tout à fait remarquable à la piscine de Roubaix, reviendra sur ce point en début d'après-midi. On voulait également évoquer le dernier monument d'Antoine Bourdelle, qui est un monument aux morts, mais qui, de façon tout à fait intelligente, Bourdelle va en faire aussi un monument au travail, puisque c'est une commande de la municipalité de Montceau-les-Mines, enfin de la ville de Montceau-les-Mines, qui est une commune minière. Où l'essentiel des habitants de Montceau-les-Mines sont des mineurs. Du coup, après la Première
Première Guerre mondiale, la municipalité va demander à Bourdelle un monument aux morts, et Bourdelle va se rendre sur place en 1919. Il fait un voyage, il va dans les galeries de mines, il est comme tous ceux qui ont eu l'occasion de le faire, il est tout à fait choqué par ces conditions de travail particulièrement difficiles. Et du coup, dans son projet, il va vouloir faire non pas seulement un monument aux morts, mais aussi un monument en hommage à ces travailleurs de la mine. Et il va être notamment marqué par la lampe du mineur, qui est un objet indispensable à la survie de ce travailleur, puisque et c'est pour ça qu'il va décider de donner à son monument cette forme de la lampe, cette forme allégorique de la lampe du mineur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Bourdelle se documente, il fait un vrai travail d'enquête. Et ça, c'est le fond tout à fait formidable du musée Bourdelle, qui permet de s'en rendre compte, puisqu'au musée sont conservés tous les dessins, les croquis faits par Bourdelle. On voit donc il va même jusqu'à aller à l'école des mines, emprunter des manuels techniques, pour bien observer tous les outils du mineur. Et puis, il se documente aussi, il se fait envoyer des objets. Il y a notamment un chapeau, une barrette de mineur en cuir bouilli. C'était ce chapeau qui protégeait le front des mineurs qui travaillaient dans les galeries. Et donc ça, c'est un objet qui est encore conservé dans les collections du musée et qu'on a voulu emprunter pour présenter en regard, évidemment, des esquisses et des maquettes de Bourdelle, pour évoquer évidemment le contexte de création de ce monument, qui est encore en place, qui se trouve toujours à Montceau-les-Mines, et donc qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et puis on termine donc par deux évocations, alors elles plus modernes, des ouvriers au travail, pour montrer que ce thème continue à intéresser les artistes. Au début du XXe siècle, vous voyez ces ouvriers au travail de Zadkine, là encore un prêt qui a été précédé d'une restauration, on en est très heureux. Alors là, évidemment, c'est ce thème de l'homme-machine qui va devenir prégnant au XXe siècle. On pense évidemment à Chaplin, mais c'est ce thème-là que met en scène Zadkine. Alors, c'est peut-être un projet pour le décor de la mairie de Poissy. On ne sait pas exactement la destination de ce relief, mais peut-être là encore une œuvre liée à la commande publique. Et puis le très beau Faucheur des frères Jean et Joël Martel, où là, c'est le geste, on sent quand même le geste du travailleur est encore au cœur de l'œuvre de ces sculpteurs de l'art déco. Donc on termine ainsi notre parcours de cette exposition. Évidemment, on a fait un choix parmi les œuvres qui nous ont paru les plus représentatives. Il y en a d'autres que vous pourrez découvrir sur place si vous venez visiter l'exposition. Alors, il y a une visite virtuelle en ligne, mais là, c'est peut-être toi, Cécile, qui va nous en dire plus. C'est une visite que vous avez mise en place au moment du confinement, mais qui ne va pas être accessible très longtemps encore, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Le but de cette visite virtuelle, c'était vraiment de donner un certain accès à l'exposition pendant que le musée était fermé. Donc là, on va encore la laisser en ligne quelques jours. Donc, si vous souhaitez y accéder, vous avez encore quelques jours. Mais l'idée est maintenant qu'on puisse venir au musée voir l'exposition. Donc, on va la supprimer dans quelques temps. Mesdames, vous avez terminé? Oui, c'est terminé. Alors, peut-être peut-on revenir à l'écran mosaïque, comme on dit maintenant. Ah oui, je vais arrêter le partage. Le diaporama. Voilà. Alors, comme vous l'a dit Cécile Bertrand, nous avons maintenant un temps d'une vingtaine de minutes parce que vous avez été remarquablement ponctuels, donc un temps lié aux questions.
Pour l'instant, je n'ai pas vu, sauf erreur de ma part, arriver sur le chat, comme on dit, de questions. J'en profite pour vous laisser le temps, aux personnes qui participent à cette journée d'études d'écrire leurs questions. Je profite de ce temps pour nous donner à tous une petite information supplémentaire sur la fresque d'Anatole Guillot dont vous avez parlé, Cécilie. Ce grand bas-relief monumental qui donc participait à l'ouverture de l'Expo universelle de 1900 et c'était aussi un projet qui était en lien avec celui de l'architecte René Binet. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'était donc en grès Muller qu'avait été réalisé ce projet et qu'il subsiste aujourd'hui pour les personnes qui acceptent de découvrir la sculpture monumentale en explorant le territoire. Elle subsiste donc dans un parc qui se trouve à Breuillet, parce que en fait à Breuillet, qui est pas très loin de Dourdan, avant la fin du RER, accessible et même visible depuis les wagons du RER C, si ma mémoire est bonne, eh bien, on voit donc dans un parc de Breuillet, 8 mètres de large sur 2 mètres de haut, ce qui subsiste d'une partie donc de ce bas-relief monumental. Enfin, c'est d'ailleurs, j'exagère en disant bas-relief, disons un relief monumental. Il n'est pas en extrêmement bon état, mais enfin malgré tout, ça vaut la peine. En fait, c'est là parce que il y avait une briqueterie de Muller cédée un peu après à quelqu'un qui s'appelait Camille Berriot et qui a créé un parc pour les ouvriers d'ailleurs de la briqueterie dans les années 50 et récupéré dans les années 60, donc ce relief qui se trouvait à Ivry, dans l'usine désaffectée de Muller. Et voilà, il y a eu quelques dégradations liées au fait que ce parc a lui-même été en déshérence pendant longtemps. Mais enfin, c'est quand même une découverte assez agréable que d'approcher de très près ce haut relief monumental. Voilà, c'était juste pour engager nos collègues à une petite balade bien agréable par les temps qui courent et facile par le biais du RER. Il y a une association qui s'appelle les Amis de la Frise du Travail, à laquelle on peut adhérer pour restaurer et protéger ce relief. Alors, après cette petite information à moitié touristique, à moitié militante, quelles sont les questions ? Pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, à moins que l'un des panélistes veuille prendre la parole pour interpeller nos collègues. Moi, j'avais éventuellement une remarque plus qu'une question. Parce que du coup, ce qu'on voit bien dans la présentation de l'exposition, c'est que même si à un moment, il y a l'idée qu'on pourra ouvrir la représentation du travail et des travailleurs à tous les métiers, en fait, on voit bien avec la dernière partie qu'on revient toujours sur les mêmes figures, le mineur. On est toujours dans l'agriculture, la mine et l'industrie. Et ça, voilà. Donc, il y a quand même l'idée que c'est ces métiers-là qui vont sans doute le mieux représenter la condition du travail. Et voilà. Donc, du coup, je pense que c'était par hasard, c'était assez joli de commencer avec l'évocation du faucheur de Guillaume et de terminer avec le faucheur des frères Martel, qui est à la fois très éloigné stylistiquement et en même temps, on est toujours dans cette... ça fait comme un fil rouge à toutes ces représentations. Oui, et c'est vous, Chloé, qui allez sortir justement avec votre communication sur le monument du travail de Rodin, de cette espèce de carcan de l'évocation du travail industriel, puisque Rodin, lui, avait conçu un projet beaucoup plus ambitieux
comme vous allez nous l'expliquer, en considérant même qu'il y avait, et c'est ça qui était aussi complexe, des hiérarchies, je dirais, manifestées par la géométrie même du monument entre différentes sortes de travail. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, Cécilie, dans un des derniers exemples que vous avez montré, alors avant le faucheur dont parlait Chloé, juste avant le relief de Zadkine, j'ai trouvé qu'il finalement, ce qui m'a frappé en le revoyant là, c'est son analogie avec Fernand Léger. C'est-à-dire comme une sorte de correspondance un peu formelle, étrange, qui visait à simplifier les formes, créer des rythmes. C'est propre à l'art du relief hein, que de composer les choses d'une manière picturale, mais je trouvais ça très, très intéressant de voir comment finalement, pour sortir de la codification iconographique réaliste ou naturaliste, il y avait une sorte de possibilité rythmique comme ça qui travaillait ces formes. Mais je crois qu'il y a une intervention de Claudine Cartier, donc je lui donne tout de suite la parole. Enfin, c'est juste un petit point de... une petite information en quelque sorte. C'est-à-dire que nous nous sommes aperçus là que les travailleurs représentés étaient soit les travailleurs agricoles, et puis pour l'industrie, ce sont plutôt, et en grande majorité, les travailleurs du fer. Moi, je reviendrai là-dessus et je le montrerai cet après-midi, bien évidemment, pour la représentation à partir d'autres artistes que sont les dessinateurs ou les peintres, bien évidemment. Et ce n'est pas un hasard si ce sont les travailleurs de la métallurgie qui sont représentés. Et là, je crois, pour deux raisons. Première raison, au 19e siècle, alors les peintres commencent avant, et je le montrerai avec François Bonhomé, avant les sculpteurs, mais au 19e siècle, c'est le siècle de l'industrialisation et l'industrie triomphante, et la partie industrielle qui va être en grand bouleversement, c'est bien entendu la métallurgie, bien plus que le reste des autres industries. Et deuxièmement, c'est aussi pour les artistes et en particulier pour les peintres, l'industrie qui va leur permettre, quand ils vont rentrer dans des usines et pouvoir peindre ou dessiner les travailleurs, ça va leur permettre de faire des effets de clair-obscur, etc. Alors évidemment, en sculpture, on n'a pas ces effets-là, mais par rapport aux autres artistes qui ont vu et qui ont transcrit sur le papier ou sur la toile les ouvriers, ce sont bien entendu en très grande majorité les ouvriers de la métallurgie, parce qu'il y a le feu, il y a le fer rougeoyant, etc. Et moi, j'ai essayé de faire une comparaison avec les ouvriers du textile qui sont aussi dans des conditions de travail difficiles. Eh bien, excusez-moi, les ouvriers du textile sont à peine représentés. Et quand ils le sont, c'est plutôt sous forme d'un aspect folklorique, en quelque sorte. Et voilà, juste la petite information que je voulais donner. J'en reparlerai cet après-midi. Les peintres ont d'abord représenté ces travailleurs parce qu'ils étaient invités par le capitaine d'industrie pour représenter les dernières innovations de leur industrie. Et c'est pour ça qu'ils étaient à ce moment-là invités. Et en quelque sorte, les peintres et dessinateurs ont été, on dirait aujourd'hui, mécénés par les industriels, tout d'abord, et ensuite, bien évidemment, il y a eu un transfert et les peintres et les dessinateurs ont été sensibles aux conditions de travail de la même façon que les sculpteurs. Voilà juste la petite information que je voulais donner. Ah, aussi, puis une autre information
je pense, qui n'intervient pas pour les sculpteurs, c'est que pour les peintres et les dessinateurs, il y a bien évidemment l'aspect du saint-simonisme qui va intervenir, puisqu'on va se trouver dans la première moitié du 19e siècle, et où justement le saint-simonisme est très présent. Et par exemple, François Bonhomé est très proche de ce courant-là. Comme ce courant va ensuite diminuer au cours du 19e siècle, on ne le retrouvera certainement pas chez les sculpteurs. Voilà. Merci Claire de m'avoir donné la parole. C'était juste pour faire cette petite information. Merci beaucoup Claudine. Alors je vais maintenant me faire le relais d'une question qui émane de notre collègue Juliette Singer, qui demande comment la représentation des travailleurs par les artistes français se situe-t-elle par rapport aux autres sculpteurs européens de la même période? En fait, Juliette Singer s'interroge sur l'existence ou pas d'une spécificité française. Je renvoie la question à Cécilie et à Cécile. Merci Juliette pour cette question. On aurait voulu, au départ, dans nos premiers échanges avec Cécile, on aurait voulu évoquer la sculpture étrangère, mais ça aurait signifié des prêts. Alors, et on le remercie, on va l'écouter tout à l'heure, notre collègue du musée de Bruxelles qui a accepté, on a pu avoir ces très beaux prêts du musée Constantin-Meunier, mais c'est vrai que non, c'est un thème qui est européen, de toute façon, qui fait écho, je pense, au progrès de l'industrie, que vient d'évoquer Claudine Cartier. Et donc, évidemment, on trouve des représentations de travailleurs en sculpture dans plusieurs pays. On pense notamment à l'Italie. Il y a ce relief qui représente là, les mineurs du Saint-Gothard, qui se trouve à Rome, je crois. Il y a un exemplaire à Rome qui est tout à fait spectaculaire. Donc là encore, c'est quelque chose qui pourrait très bien s'étendre à la sculpture européenne. Voilà, moi je pense tout de suite à l'Italie. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans la sculpture italienne qui est quand même, où il y a une tradition aussi très, très réaliste, donc très sensible à ces aspects sociaux, à cette représentation du travail. Mais on doit en trouver en Angleterre aussi, forcément. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait largement être étendu aux pays voisins de la France. On peut prendre une toute dernière question. Nous sommes parfaitement dans... Je crois que Marine Kiziel souhaite intervenir. Pardon. Est-ce que Claire, je peux poser cette dernière question? Marine, bien sûr, je vous en prie. Oui, c'est la question de Chloé qui m'y faisait songer. Quid en fait de la représentation des femmes au travail et des sculptures de femmes aussi? Parce que vous en avez montré, il y a une ou deux figures féminines dans votre PowerPoint, mais disons que là, le travail est très masculin, très en force. Et pourtant, dans le milieu ouvrier que vous avez beaucoup regardé à travers vos sculpteurs, il y a énormément de femmes qui travaillent, et pas seulement dans un registre domestique et maternel. Oui, effectivement, on n'a pas fait de statistiques, mais on voit très bien, c'est complètement évident qu'il y a une surreprésentation du travail masculin, alors que ça n'était pas le cas sociologiquement à l'époque, en tout cas pas dans ces proportions. Moi, je pense qu'il y a le côté physique du travail qui, dans les représentations mentales, est vraiment associé plus à une valeur masculine. Et d'ailleurs, on le voit déjà quand le travail est représenté sous forme allégorique. On a beaucoup d'allégories qui sont des figures masculines, ce qui n'est pas en général le cas pour les allégories traditionnellement. Donc déjà là, en fait, on associe le travail à vraiment une valeur masculine. Je pense en raison de la force physique qui est plus associée aux hommes, peut-être aussi de leur place dans la société, de soutien de famille. Mais c'est vrai que c'est très net. On a presque un peu surreprésenté les femmes par rapport au corpus. En tout cas, c'est important aussi de le montrer. Mais on en voit un certain nombre chez Dalou.
Et après, quelques exemples plus isolés, comme la herscheuse de Meunier ou la porteuse de vin. Et il y a des paysannes aussi, notamment parfois dans les monuments publics. Quand il y a plusieurs figures, on a souvent du coup un paysan et une paysanne. Mais par contre, s'il n'y en a qu'un, c'est plutôt un paysan. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a un lien entre la pratique des sculpteurs, qui est aussi une pratique en force en partie, en tout cas beaucoup plus physique et matérielle, parce que dans les représentations picturales, il y a énormément de représentations des femmes de travail. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir là, dans les genres, mais aussi de ceux qui pratiquent? C'est pour ça que je posais aussi la question des sculpteurs femmes. Je ne suis pas du tout en train de dénoncer des choses que je crois vraies ou pas, mais je me posais la question. Non, c'est intéressant, mais je pense que tu as raison. C'est vrai qu'il y a quand même un lien entre la technique, enfin, tu vois, la sculpture, qui est effectivement un art très, très viril, et puis cette représentation, la fascination que vont avoir les sculpteurs pour certains métiers, hein, notamment les travailleurs du fer ou alors le mineur. Et on va mettre de côté, évidemment, on pense aux repasseuses ou tu vois les lingères, tout ça, ça n'apparaît pas en sculpture, alors qu'effectivement, il y a toute une tradition picturale. Donc oui, je pense qu'il y a un lien entre la technique, entre le matériau utilisé par l'artiste et puis le sujet qu'il choisit. Je pense que les sculpteurs étaient... on peut vraiment pas dire que... mais non, oui. On ne peut vraiment pas dire que les femmes sont absentes des représentations sculptées. Les portraits, les allégories sont quand même très largement occupés par des femmes. Donc après, c'est plutôt que, à mon avis, il faut bien disjoindre la question du sujet. C'est plutôt que la femme au travail industriel en dehors de la paysanne, c'est quand même un sujet encore plus troublant d'un point de vue idéologique, que l'homme au travail, c'est quelque chose de très complexe, et que comme il y a une sorte de dignification, si j'ose employer ce néologisme, du travailleur par la sculpture pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, pour la femme ouvrière, c'est en proportion, si vous voulez, de la difficulté à représenter le sujet. Mais on ne peut pas non plus dire que les sculpteurs ne sculptent pas des femmes. Enfin, au contraire, enfin, la femme nue, la femme mythologique, la femme allégorique, y compris les allégories féminines de l'agriculture, par exemple, qui sont absolument légion depuis tout le siècle. Le travail dans sa représentation allégorique occupe beaucoup la femme. Pardon, Claudine, vous vouliez reprendre la parole? Non, mais je vous laissais, Claire. Moi, je voulais juste aussi apporter une information, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver, par exemple, de femmes mineures représentées, c'est-à-dire de mineurs du fond de la mine, puisque les femmes n'ont plus le droit de travailler à la mine. Alors, je vais dire peut-être, je n'ai pas révisé là, donc aux environs de 1860 ou quelque chose comme ça. Et Zola fait un anachronisme. Et c'est ça, oui, parce qu'elle est au fond de la mine, sa figure féminine. Voilà, et Zola parle d'une femme, évidemment, au fond de la mine, et c'est un anachronisme puisque il n'y en a plus à cette époque-là. En revanche, il y a des femmes qui travaillent au jour, comme on dit, c'est-à-dire la herscheuse ou la trieuse de charbon, etc. Et là, on les a vues représentées. Quant à l'industrie métallurgique, il y en a très peu dans la grosse métallurgie. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les femmes sont assez présentes dans l'industrie textile, parce qu'on dit que leurs petites mains permettent de remettre les fils cassés, enfin, etc. Mais comme l'industrie textile n'est pas représentée, c'est ça. À ce moment-là, on n'a plus ce type de travailleuse. Alors, comme il y a deux chats, il y a le chat questions et réponses, et puis il y en a un autre. Et sur l'autre, j'ai une demande de parole de Chloé Ariot qui conclura. Et puis, nous passerons à la communication de notre collègue David Develchin. Chloé, la parole est à vous. Merci Claire. Marine, c'était juste une rapide remarque par rapport à la question que tu te posais sur lien entre force physique du sculpteur et du coup propension à représenter plus les hommes. C'est une tarte à la crème. Hein. Je mais... l'ai énoncé juste pour me questionner pour de moi. C'est simplement, je reviendrai rapidement dessus dans ma communication, mais du coup, je trouvais que c'était intéressant de le mettre en perspective à ce moment-là.
Au début de la genèse de la Tour du Travail, il y a un moment l'idée qu'on va associer plein de sculpteurs, dont Camille Claudel, et il est dit qu'elle représenterait admirablement le travail de la femme. Donc, il y a vraiment l'idée qu'on va associer cette grande sculptrice pour aussi parler du travail de la femme dans ce monument. Et par ailleurs, pour revenir sur les questions allégoriques, c'est un monument où on le verra par rapport à tout ce qui est annoncé de diversification du travail. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout allé, enfin, Rodin n'est pas du tout allé au bout de cette idée-là. Et ce qui est le plus abouti, ce sont les allégories, et ce sont bien des allégories féminines qui existent sur la maquette qu'on conserve aujourd'hui. Merci pour ces précisions, Chloé.